9 randonneurs expérimentés, bravant l'hiver rigoureux des montagnes de l'Oural, se lancent dans une expédition qui allait changer l'histoire à jamais. Mais lorsque leurs corps furent découverts plusieurs semaines plus tard, les indices laissés derrière étaient loin d'être ordinaires. Leur tente avait été déchirée de l'intérieur, comme s'ils s'étaient enfuis dans une terreur pure, laissant derrière eux leurs chaussures, leurs manteaux et même leur sens de la survie. Certains furent retrouvés avec des blessures inexplicables, crânes écrasés, yeux et langues disparus, tandis que d'autres étaient baignés dans une étrange radiation. Était-ce une avalanche, une attaque par des forces mystérieuses ou quelque chose d'encore plus sombre? Rejoignez-nous pour plonger dans l'énigme glaçante du passage Dyatlov, où chaque théorie soulève plus de questions que de réponses et où la vérité pourrait être bien plus étrange que la fiction. En janvier 1959, un groupe de 9 randonneurs expérimentés, dirigé par Igor Dyatlov, se lança dans une expédition dans les montagnes de l'Oural, en Russie soviétique. Le groupe était composé de 8 hommes et d'une femme, dont la plupart étaient étudiants ou diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural à Sverdlovsk, aujourd'hui à Yekaterinbourg. Les randonneurs étaient tous des alpinistes expérimentés et avaient effectué plusieurs expéditions avant celle-ci. Leur objectif était d'atteindre Otorten, une montagne située dans les montagnes du nord de l'Oural, et le groupe prévoyait de passer environ 2 semaines dans la nature. L'expédition était considérée comme difficile, mais à la portée du groupe. Ils étaient bien préparés pour le voyage et avaient une grande expérience des conditions extrêmes. Les 9 randonneurs étaient Igor Dyatlov, leader, Zinaïda Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Rustem Slobodin, Yuri Krivonichenko, Yuri Doroshenko, Nikolai Thibault-Brignol, Alexander Kolevatov, Semyon Zolotaryov. Le groupe commença son trek le 27 janvier 1959. Depuis Vizey, un village isolé situé près de la base des montagnes de l'Oural. Leur plan était de traverser les montagnes et d'atteindre le sommet d'Otorten, un pic situé à environ 10 km, 6 miles, de leur destination finale, puis de retourner à la civilisation. En traversant les montagnes, les randonneurs rencontrèrent des conditions difficiles, notamment des vents violents, des tempêtes de neige et des températures glaciales, typiques de la saison dans la région. Le groupe atteignit le passage Dyatlov le 1er février 1959, où ils montèrent leur camp pour la nuit. Cette section de leur voyage était particulièrement difficile, et les conditions s'étaient détériorées. À ce moment-là, le groupe s'était écarté de son itinéraire prévu en raison de mauvaises conditions météorologiques. Les randonneurs se dirigeaient vers la montagne Otorten, mais décidèrent de camper sur les pentes de Kholat Syakhl, qui signifie « montagne morte » en langue locale mansi. Ce nom allait plus tard sembler prédire de manière inquiétante ce qui allait se passer. La tente des randonneurs était montée sur le flanc de la montagne, à une altitude d'environ 2300 mètres, 7500 pieds. Le groupe avait initialement prévu de continuer le lendemain, mais fut contraint de rester dans la tente en raison du mauvais temps. Il est supposé qu'ils ont monté la tente dans la hâte et qu'ils n'ont pas pu la sécuriser correctement à cause de la tempête de neige. Le groupe atteignit le passage Dyatlov le 1er février 1959, où ils montèrent leur camp pour la nuit. Cette section de leur voyage était particulièrement difficile, et les conditions s'étaient détériorées. À ce moment-là, le groupe s'était écarté de son itinéraire prévu en raison de mauvaises conditions météorologiques. Les randonneurs se dirigeaient vers la montagne Otorten, mais décidèrent de camper sur les pentes de Kholat Syakhl, qui signifie « montagne morte » en langue locale mansi. Ce nom allait plus tard sembler prédire de manière inquiétante ce qui allait se passer. La tente des randonneurs était montée sur le flanc de la montagne, à une altitude d'environ 2300 mètres, 7500 pieds. Le groupe avait initialement prévu de continuer le lendemain, mais fut contraint de rester dans la tente en raison du mauvais temps.
Il est supposé qu'ils ont monté la tente dans la hâte et qu'ils n'ont pas pu la sécuriser correctement à cause de la tempête de neige. Le 26 février 1959, une équipe de secours fut envoyée après que les randonneurs n'aient pas donné de nouvelles à la date prévue. La recherche les mena à la tente abandonnée des randonneurs, située sur le passage Dyatlov. La tente avait été trouvée complètement déchirée de l'intérieur, comme si les randonneurs avaient découpé leur chemin en panique. La tente était encore debout, mais il était clair que les randonneurs avaient abandonné leurs affaires et s'étaient enfuis précipitamment. Étrangement, les randonneurs avaient laissé leurs vêtements chauds, bottes et affaires personnelles derrière eux. La neige était profonde et les températures étaient largement inférieures à 0. Les randonneurs s'étaient aventurés dans des conditions extrêmes, sans équipement adéquat. Certains étaient pieds nus, d'autres en sous-vêtements. L'implication était qu'ils avaient fui la tente dans un état de terreur, mais la cause de cette panique restait floue. La recherche et la découverte des corps. Après la découverte de la tente abandonnée, une recherche fut lancée pour retrouver les randonneurs disparus. Au cours des semaines suivantes, l'équipe de secours retrouva les corps des randonneurs éparpillés autour de la zone. Les deux premiers corps furent découverts à environ 1,5 km, 1 mile de la tente, près du bord de la forêt. Ces deux randonneurs, Yuri Krivonichenko et Yuri Doroshenko, furent trouvés avec des brûlures graves sur leur corps. Tous deux étaient pieds nus et portaient uniquement leurs sous-vêtements, malgré les températures glaciales. Leur corps montrait des signes de détresse extrême, comme s'ils avaient essayé de s'échapper de quelque chose. La recherche et la découverte des corps. Après la découverte de la tente abandonnée, une recherche fut lancée pour retrouver les randonneurs disparus. Au cours des semaines suivantes, l'équipe de secours retrouva les corps des randonneurs éparpillés autour de la zone. Les deux premiers corps furent découverts à environ 1,5 km, 1 mile de la tente, près du bord de la forêt. Ces deux randonneurs, Yuri Krivonichenko et Yuri Doroshenko, furent trouvés avec des brûlures graves sur leur corps. Tous deux étaient pieds nus et portaient uniquement leurs sous-vêtements, malgré les températures glaciales. Leur corps montrait des signes de détresse extrême, comme s'ils avaient essayé de s'échapper de quelque chose. Les 7 autres corps furent découverts plus loin que les deux premiers. Certains corps furent retrouvés près d'un petit feu, ce qui indique que les randonneurs avaient essayé de se réchauffer après avoir quitté la tente. Lyudmila Dubinina et Rustem Slobodin furent retrouvés plus près du feu, mais eux aussi ne portaient pas de vêtements adéquats. Fractures et blessures internes, la plupart des corps présentaient des blessures étranges, crâne fracturé et côte brisée. Blessures internes graves, telles que des organes déchirés. Un corps, celui de Lyudmila Dubinina, avait les yeux manquants et Yuri Krivonichenko avait la langue manquante. L'aspect le plus bizarre et le plus perturbant de l'incident fut la découverte que plusieurs des randonneurs avaient des parties du corps manquantes. Notamment, les yeux de Lyudmila Dubinina et la langue de Yuri Krivonichenko avaient disparu. Certaines théories suggèrent que ces blessures pourraient avoir été causées par la faune, mais aucun signe d'attaque animale n'a été trouvé. Il n'y avait également aucune trace d'animaux autour des corps. Certains des vêtements et objets des randonneurs ont été testés positifs à la contamination radioactive, ce qui a conduit à diverses théories sur des tests militaires ou même une implication extraterrestre. Certains chercheurs ont spéculé que les randonneurs auraient pu tomber sur un terrain de tests militaires soviétiques secrets, mais aucune preuve concrète ne soutient cette théorie. Les théories de l'avalanche. L'explication la plus largement acceptée est que les randonneurs ont été pris dans une avalanche. Les blessures internes pourraient avoir été causées par la force de la neige frappant leur corps. Dans un état de panique, ils auraient peut-être déchiré la tente pour s'échapper, puis se sont enfuis sans vêtements adéquats. Involvement militaire. Certains suggèrent que les randonneurs auraient rencontré un test militaire soviétique,
impliquant peut-être des matériaux radioactifs. Les traces radioactives retrouvées sur leurs vêtements pourraient soutenir cette théorie. Attaque d'un yéti ou d'un animal. Certains croient que les randonneurs ont été attaqués par un animal sauvage ou même un yéti. Cependant, aucune trace d'animal ou de signe d'attaque n'a été trouvée. Hypothermie et déshabillage paradoxal. Certains experts pensent que les randonneurs ont pu souffrir d'hypothermie, les amenant à retirer leurs vêtements dans un phénomène appelé déshabillage paradoxal, où le corps se sent extrêmement chaud malgré la chute continue de la température. Panique psychologique ou hystérie de masse. Une autre théorie suggère que les randonneurs ont pu être affectés par une hystérie de masse ou une rupture psychologique collective, les amenant à fuir la tente dans un état de panique. Certains des vêtements et objets des randonneurs ont été testés positifs à la contamination radioactive, ce qui a conduit à diverses théories sur des tests militaires ou même une implication extraterrestre. Certains chercheurs ont spéculé que les randonneurs auraient pu tomber sur un terrain de tests militaires soviétiques secrets, mais aucune preuve concrète ne soutient cette théorie. Les théories de l'avalanche. L'explication la plus largement acceptée est que les randonneurs ont été pris dans une avalanche. Les blessures internes pourraient avoir été causées par la force de la neige frappant leur corps. Dans un état de panique, ils auraient peut-être déchiré la tente pour s'échapper, puis se sont enfuis sans vêtements adéquats. Involvement militaire. Certains suggèrent que les randonneurs auraient rencontré un test militaire soviétique, impliquant peut-être des matériaux radioactifs. Les traces radioactives retrouvées sur leurs vêtements pourraient soutenir cette théorie. Attaque d'un yéti ou d'un animal. Certains croient que les randonneurs ont été attaqués par un animal sauvage ou même un yéti. Cependant, aucune trace d'animal ou de signe d'attaque n'a été trouvée. Hypothermie et déshabillage paradoxal. Certains experts pensent que les randonneurs ont pu souffrir d'hypothermie, les amenant à retirer leurs vêtements dans un phénomène appelé déshabillage paradoxal, où le corps se sent extrêmement chaud malgré la chute continue de la température. Panique psychologique ou hystérie de masse. Une autre théorie suggère que les randonneurs ont pu être affectés par une hystérie de masse ou une rupture psychologique collective, les amenant à fuir la tente dans un état de panique. Les autorités soviétiques ont mené une enquête sur les décès, mais la cause officielle n'a jamais été confirmée. La conclusion finale fut que les randonneurs sont morts d'une force impérieuse, mais aucune explication n'a été donnée sur ce que pourrait être cette force. L'affaire fut classée et de nombreuses questions sont restées sans réponse. L'incident du passage Dyatlov continue de captiver les gens à travers le monde. De nombreux livres, documentaires et films ont été réalisés sur ce mystère. Et l'événement reste l'un des cas les plus célèbres non résolus dans l'histoire de l'alpinisme. Malgré les nouvelles enquêtes, la vérité derrière les décès des randonneurs n'a jamais été définitivement élucidée. Et leur sort demeure l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Le passage Dyatlov est désormais un lieu de pèlerinage pour les passionnés de mystère, les randonneurs et les théoriciens du complot. Et il continue de susciter des débats sur ce qui s'est réellement passé pour le groupe cette nuit fatidique de février 1959.